Bonjour à tous, bienvenue sur LCP Question d'actualité. Nouvelle formule à partir de ce mardi à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire au Parlement. Nouvelle formule donc, nouveau décor avec plus de direct, plus de live pour vous faire vivre l'événement de la semaine au Parlement, la séance de questions au gouvernement. Vous pourrez la suivre dès 15 h, c'est en direct et en exclusivité sur LCP. Alors pour vous faire vivre cette journée et ne rien manquer de ce qui se passe à l'Assemblée, nous serons en duplex de la salle des 4 colonnes avec Elsa Mondingava et Stéphanie Despierres pour les bruits de couloir et toutes les réactions politiques. Et puis nous serons également avec Clément Méric dans l'hémicycle. Il attend les députés. On revient vers vous dans un instant, Clément, pour le menu des questions au gouvernement. Alors dans l'actualité, au sommaire aujourd'hui, le projet de loi sur les néonicotinoïdes soumis au vote des députés en fin d'après-midi. La majorité va approuver une dérogation jusqu'en 2023 à ces insecticides pour sauver la filière de la betterave sucrière. L'allongement du délai de 12 à 14 semaines pour l'IVG fait débat. Les députés de la République En Marche devrait se prononcer pour jeudi dans l'hémicycle alors que le gouvernement affiche ses réticences. Alors de tous ces sujets, on en parle, on en débat en plateau dans un instant avec mes invités. C'est parti pour Question d'actu. On parle de tous ces sujets avec vous, Coralie Dubost. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Hérault. Nicolas Turquois, bonjour, bienvenue. Député Modem, démocrate et apparenté de la Vienne. Julien Dive, bonjour, bienvenue. Bonjour. Député Les Républicains de l'Aisne. Et Régis Juanico, bonjour et bienvenue. Vous êtes député apparenté au groupe socialiste et apparenté de la Loire. Génération. Voilà, Génération. Alors dans cette émission, vous le savez, on part tout de suite dans l'hémicycle. Retrouvez Clément Méric qui attend plutôt les députés. Clément, quel est le menu des questions au gouvernement, sachant qu'aujourd'hui, il y a des règles sanitaires qui sont un petit peu différentes dans l'hémicycle? Oui, c'est une information importante. En effet, Brigitte, l'Assemblée nationale s'apprête à adapter une fois de plus son protocole à la situation sanitaire. C'est une conséquence directe du basculement de la région parisienne en alerte maximale. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, de nouvelles mesures vont en effet être prises prochainement. Elles devraient s'appliquer à partir de la semaine prochaine, mais dès cet après-midi dans l'hémicycle, vous risquez en effet de voir des rangs assez clairsemés puisqu'il a été demandé aux différents groupes parlementaires de limiter autant que possible la présence des députés en occupant 15 sièges sur 2 dans l'hémicycle. Pour ce qui est des thèmes, eh bien, c'est une séance qui s'annonce assez variée, mais il y a quand même un thème qui se dégage pour l'instant autour des annonces faites par Emmanuel Macron sur la lutte contre les séparatismes. On y reviendra avec vous, bien sûr. Clément, on vous retrouvera à 14 h 30 dans Question d'actu. Alors, je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui que les députés vont se prononcer sur une dérogation aux néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles pour la filière de la betterave sucrière. Elsa Mondingava, vous êtes salle des 4 colonnes. Les débats ont été houleux hier soir dans l'hémicycle entre le gouvernement et l'opposition. Exactement, Brigitte, ça a duré hier dans l'hémicycle jusqu'à une partie de la nuit. D'un côté, on avait un gouvernement qui mettait en avant la sauvegarde d'une filière, 46 000 emplois, une filière dans l'impasse, selon les mots du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie. La cause, le puceron vert responsable de la jaunisse. Les néonicotinoïdes, on est tous contre, a poursuivi le ministre, mais là, il n'y a pas d'alternative. Voilà comment le gouvernement justifie cette dérogation. Pas de quoi convaincre les oppositions de gauche. C'est une faute pour Jean-Luc Mélenchon, un renoncement pour Delphine Batho. Ça a donné lieu à un échange houleux entre l'ancienne ministre de l'écologie et Julien Denormandie, l'actuel ministre de l'Agriculture. Écoutez. Allons-nous, oui ou non, autoriser l'empoisonnement intentionnel des terres de France? Vous dites l'empoisonnement des terres de France, mais l'empoisonnement des terres de Pologne, alors ça, rien à faire. Et donc demain, on va continuer à importer un empoisonnement de terres européennes, mais chacun pour soi. Une écologie du chacun pour soi, c'est pas le sens de l'écologie que moi j'ai enraciné en moi. Et on peut également souligner, Brigitte, qu'il y a eu quelques voix au sein du groupe La République En Marche pour s'opposer à cette dérogation, à l'instar du député de l'Isère, Jean-Charles Collaroy. Ce texte, il me semble, ouvre la boîte de Pandore parce que nous envoyons un signal à l'ensemble des autres filières auprès de qui nous avons émis des interdictions. Sandrine Lefeur l'a dit tout à l'heure, elle a cité un grand nombre de filières sur lesquelles nous avons interdit des produits ou qui seront demain confrontés à des aléas climatiques ou à un insecte ravageur. Voilà, Brigitte, vous l'avez dit, il y aura un vote solennel à l'issue des questions au gouvernement. On pourra compter les votes contre dans le groupe La République En Marche. Il devrait y en avoir une dizaine à peu près. Merci Elsa Mondingava. Coralie Dubost, après l'échec de la majorité à inscrire le glyphosate dans la loi, est-ce que c'est un deuxième renoncement pour La République En Marche? Ce n'est pas tout à fait le même sujet. Celui des néonicotinoïdes est beaucoup plus précis. La France a été le premier pays en Europe à les interdire
totalement. Et là, il s'agit d'une dérogation donnée exclusivement dans le seul secteur où on n'a pas d'alternative. Qui dit pas d'alternative, j'écoutais attentivement les échanges, et puis j'étais hier en hémicycle aussi. En fait, la bonne échelle de décision, elle est européenne. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait dire non, on ne donne pas de dérogation à la betterave. Hormis le fait que potentiellement on détruit 46 000 emplois, qui est une autre question. En termes de strictement écologique, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de sucre utilisé demain en France? Personne n'y croit. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va l'importer. On va l'importer de pays où il y a où il y a plus de dérogations que chez nous, où il y a moins d'attention sur les produits dangereux. Et donc finalement, on aurait un sucre importé encore plus dangereux. Non, moi je pense que la décision elle doit être européenne, que finalement on doit accompagner tous les producteurs, les Français, mais aussi effectivement les Polonais. Du coup, vous aviez pris une décision qui était un petit peu hâtive en 2018 quand vous étiez prononcé pour finalement? Non, c'était pas exactement la même chose parce qu'on avait donné un délai. Moi, c'est ça que je veux. Je veux surtout que les délais qu'on donne, ils arrivent avec une véritable deadline et que pendant la période où l'on accompagne, cela se fasse véritablement avec un contrôle. C'est ce qui est prévu dans le texte. Dans le texte, il y a un comité de surveillance qui est mis en place sur justement ces phases transitoires et l'accompagnement de la recherche pour la transformation complète de ces secteurs agricoles. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut tabler pour arriver à être pertinent demain, c'est-à-dire arriver à une sortie de ces produits sans avoir besoin de recourir à des importations étrangères qui seraient encore plus dangereuses. Donc il faut de ce point de vue-là une échelle normative européenne. Julien Dive, vous avez des productions de betteraves dans votre circonscription. Dans votre département, on n'avait pas le choix? D'abord, je voudrais corriger ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez dit insecticide tueur d'abeilles. C'est un insecticide tueur de pucerons verts, porteur du virus de la jaunisse. Insecticide tueur d'abeilles lorsqu'il est appliqué sur des plantes mellifères, c'est-à-dire le colza, le tournesol, la moutarde, etc. Sachant qu'on récolte la betterave avant qu'elle ait des fleurs, c'est ça? Alors ça, ce sont des plantes sur lesquelles c'est interdit. C'est la loi de 2016, on n'y reviendra pas. Et ça, c'est fini. Il ne faut même pas y penser. Par contre, là, on parle d'un sujet. C'est celui de la question de la culture de la betterave. Vous venez de le rappeler, effectivement, elle ne fleurit pas. Elle fleurit au bout de 2 ans, mais elle est récoltée 6 à 10 mois avant. On parle de filière de betterave sucrière. On parle du sucre, on parle de l'éthanol. Vous savez, cet éthanol qui sert pour les biocarburants, cet éthanol qui sert pour les gels hydroalcooliques. Aucun risque pour les abeilles, finalement, avec cet insecticide, c'est ce que vous nous dites. La réalité, c'est que les abeilles ne vont pas sur les champs de betteraves. De surcroît, aujourd'hui, pour lutter contre cette invasion du puceron vert, les agriculteurs, devant le phénomène qui a ravagé les champs cette année, mais ils ont sorti le pulvérisateur avec des produits autorisés qui ont des effets cocktail et en plus répétés plus néfastes que ce qu'est le néonicotinoïde enrobé, puisqu'il est enrobé autour de la semence. Donc en réalité, il est tout de suite concerné par la plante. Là, on le projette. Tout ce qui a été trouvé comme solution alternative était projeté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, pour le coup, il n'y a plus de sélection. C'est-à-dire qu'on ne tue pas uniquement le puceron vert, on tue tous les insectes auxiliaires qu'il y a autour, les cirfes, les coccinelles, etc., qui sont autant de prédateurs pour le puceron. Donc en fait, l'ennemi du bien, enfin en fait le mieux a été l'ennemi du bien, puisqu'on a cherché à solutionner en supprimant ce produit pour toute une filière, sans lui donner de possibilités, sans laisser le temps de la recherche. Là, ce qu'on dit bien, c'est que l'interdiction des néonicotinoïdes sera opérationnelle en 2023. C'est-à-dire qu'après 2023, il n'est plus question d'en parler. Par contre, d'ici là, sauf qu'on nous avait dit la même chose en 2016. J'étais pas là, mais on vous aide à vous convertir vers la transition agroécologique. Et pour ça, on met des moyens sur la table. En 2016, la loi ne prévoyait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas 1 euro, pas 1 copec pour assurer cette transition, aussi bien auprès de la recherche, aussi bien sur les techniques culturelles. Là, il y a des moyens qui sont mis sur la table, 7 millions d'euros. Et puis un conseil de surveillance qui vient d'être rappelé. Alors, on va y revenir. Julien de Normandie dit on est tous contre. Régis Juanico, vous êtes contre, vous, cet insecticide? Vous allez voter contre? Contre la loi, oui, parce que c'est un très mauvais signal sur le plan démocratique et sur le plan écologique aussi. Il faut de la constance dans l'action publique. Il ne faut pas des revirements, il ne faut pas des zigzags, parce que d'ailleurs nos concitoyens n'y comprennent plus rien. J'étais là en 2016. Bon, on a effectivement voté au terme d'un débat de 2 ans et demi au Parlement. Alors certes, les votes ont été ric-rac, serrés. Donc c'est vrai qu'il y avait discussion, il y avait débat. Mais nous avons voté l'interdiction des néonicotinoïdes, effectivement, au 1er septembre 2018, mais en laissant quand même dans la loi une période d'adaptation au monde agricole. S'il n'y avait pas d'alternative, ils pouvaient utiliser des substituts, effectivement, aux produits utilisés pendant 2 ans supplémentaires. Donc jusqu'en 2020, 4 ans. Là, nous rajoutons 3 ans supplémentaires. Alors, on dit c'est que pour la betterave sucrière. Mais alors,
Oui, alors d'accord, mais concrètement aujourd'hui, les betteraves, il y a la jaunisse, il y a le puceron vert. Qu'est-ce que vous proposez du coup? On ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un secteur économique aura des difficultés, il pourra demander une dérogation. Ça pourra être fait par arrêté ministériel, donc on ne repassera pas par la loi. Donc c'est là où il y a une difficulté. Il faut de la constance. Or aujourd'hui, je pense que sur les questions écologiques, on a un souci avec cette majorité. Nous, on avait voté dans la loi, moi je pense beaucoup au volontarisme. 1er septembre 2017, interdiction des pesticides pour les collectivités territoriales. 1er janvier 2019 pour les jardins particuliers. Ça s'applique. Et puis il y a eu le coup d'arrêt. Emmanuel Macron a dit non, 3 ans. Mais le substitut dont vous parlez, il n'existe pas vraiment aujourd'hui. Vous dites quoi? On importe de la betterave? Non, alors d'abord, moi j'ai été. Alors bien évidemment, la betterave sucrière, c'est un secteur qu'il faut aujourd'hui aider, soutenir. On a proposé, nous, d'utiliser la taxe soda, donc sur les sucres aujourd'hui, les produits les plus sucrés, qui rapportent 400 millions d'euros avec quelques centimes de plus sur la taxe, pour pouvoir indemniser effectivement la filière. Ça coûte 80 à 100 millions d'euros. Mais le problème est que vous ouvrez la boîte de Pandore, parce que dès qu'il y aura un secteur en difficulté, le maïs par exemple, eh bien ils pourront demander par arrêté ministériel de pouvoir avoir cette dérogation sur les néonicotinoïdes. Donc là, il y a un sujet vraiment majeur, un vrai problème, et qu'il faut, moi je pense, régler dans la loi, et il faut faire preuve de constance. Nicolas Turquois, vous êtes aussi agriculteur. Vous pensez qu'il n'y a pas non plus d'autres alternatives? Finalement, cette jaunisse-là, elle a lieu cette année. Est-ce qu'on est sûr qu'avec les températures, ce soit la même chose l'année prochaine, et si ça se trouve, les betteraves auraient été sans problème, sans pucerons? Je suis d'accord avec mon collègue Jonico, comme quoi il faut de la constance, mais il faut aussi avoir beaucoup d'humilité en politique, parce que c'est facile en hémicycle d'interdire quelque chose, ou d'autoriser ou d'interdire ce côté on-off. Et la réalité, c'est que la réalité agricole, elle est beaucoup plus multifactorielle que ça. Ça fait 20 ans que je suis agriculteur. Je pense pas que j'ai une année où j'ai vécu la même chose que l'année d'avant. Ça n'arrive pas. C'est les conditions humides au semis où on sème mal, donc du coup les cultures poussent mal, donc du coup elles se font plus attaquer par l'insecte. Et l'année d'après, ça se produit pas. Et donc pourquoi réintroduire jusqu'en 2023 alors? Il faut mettre en place quelque chose qui soit beaucoup plus pérenne. Il faut se poser la question de nos systèmes céréaliers, et je vois très bien de quoi on parle, qui sont devenus très spécialisés, avec une très grande pauvreté écologique de nos plaines céréalières, où souvent il n'y a que 3 ou 4 cultures différentes, où les abeilles ont du mal à trouver de l'alimentation à certaines périodes de l'année. Entre la floraison du colza en mars-avril et la floraison du tournesol en juillet, elles n'ont rien à se mettre sous la dent, au sens figuré du terme. Donc il faut diversifier nos paysages, il faut réintroduire des haies, il faut réintroduire de la luzerne qui apporte de la diversité, parce qu'une abeille qui est en manque d'alimentation, elle va être beaucoup plus sensible aux épandages de traitement que nous faisons et qui ont une toxicité, elle va être beaucoup plus sensible aussi au parasitisme. Donc il y a un ensemble de choses à travailler, et contrairement à ce qu'a dit notre collègue Jonico, on a mis dans la loi que c'était simplement la betterave sucrière, parce qu'elle ne fleurit pas. Alors que toutes les autres cultures, y compris le maïs, même si les abeilles ne vont pas beaucoup sur maïs, y compris le maïs fleurit, et parfois on y trouve des... Alors on va poursuivre le débat en plateau dans un tout petit instant, mais on part aux 4 colonnes retrouver Stéphanie Despierres, puisque vous êtes avec Cédric Villani, député écologiste démocratie solidarité de l'Essonne, qui s'oppose à ce projet de loi. Cédric Villani, la majorité dit qu'il faut revenir sur cette interdiction des néonicotinoïdes pour sauver la filière du sucre français, parce que sinon on va importer du sucre d'autres pays européens, peut-être moins exemplaires sur l'idée environnementale. Nous disons à Écologie Démocratie Solidarité, d'une part, l'ampleur des pertes de la filière de la betterave sucrière est encore incertaine, mais aux dernières nouvelles, la filière l'estimait elle-même aux alentours de 15%. On ne peut pas parler d'effondrement. On nous parle d'un risque selon lequel tous ceux qui aujourd'hui plantent de la betterave se désintéressent de cela, et que cela contribue à l'effondrement des sucreries. Pour l'instant, il s'agit d'un risque, et nous ne voyons pas signe d'effondrement dans une filière qui exporte déjà à peu près la moitié de sa production. En revanche, ce que nous disons, c'est qu'il y a des choses qui sont certaines en la matière dans ce dossier. La première, c'est l'effondrement sans précédent de la biodiversité. Quand je dis sans précédent, c'est depuis 65 millions d'années, avec, pour ce qui est des insectes, des prévisions qui sont des estimations, des constatations qui sont de pire en pire au fur et à mesure que cela va, et une biomasse des insectes qui a diminué de 80% en 25 ans, quelque chose comme ça. Un effondrement certain. Un rôle des néonicotinoïdes dans cet effondrement qui maintenant est avéré, fait consensus, c'était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais maintenant c'est le cas. Et dans de telles conditions, nous estimons que sous cela, la perte potentielle ne justifie pas qu'on revienne, qu'on fasse une régression dans le droit de l'environnement sur un sujet aussi sensible. Cela affaiblit notre position en termes d'environnement.
nous fait revenir sur nos engagements de non-régression du droit environnemental pris en 2016 de façon solennelle, affaiblit notre position dans l'Europe pour laquelle nous étions leaders en matière écologique. Merci pour ces précisions, Cédric Villani. Merci Stéphanie Despierres. Coralie Dubos, quand vous entendez Cédric Villani, on a l'impression voilà, d'une régression, qu'on est affaibli par rapport aux autres pays européens. Finalement, c'est quelque chose que vous avez porté assez lourdement dans votre bilan, ce revirement sur les néonicotinoïdes. Moi, j'apprécie énormément Cédric Villani, et je connais son intelligence, donc je regrette de ne pas entendre plus de mesures dans ses propos. Déjà, je voudrais rappeler que l'interdiction reste le principe et la règle. Il n'y a pas de modification de ce point de vue-là. L'interdiction des produits néonicotinoïdes reste en France. Et on a été, je le redis, vous l'aviez porté, le premier pays européen à l'interdire. Il s'agit d'une simple dérogation temporaire, le temps d'accompagner une transformation. Uniquement sur la filiale de la betterave ? Sur la filiale de la betterave. Vous pensez que c'est constitutionnel ? Il donne des chiffres qui sont erronés parce qu'il parle de 15% de pertes. On est entre 30 et 50% de pertes de rendement sur la betterave. Il y a énormément de choses à faire, moi je pense, pour accompagner. Et puis surtout, je voudrais pas, si on dézoome un tout petit peu, je ne voudrais pas qu'on se mette en permanence à opposer les agriculteurs à la transition environnementale. La plupart des agriculteurs, ils sont associés, ils sont volontaires en matière de transition environnementale et en matière de démarche écologique. Et ça suffit de s'opposer à eux et de leur dire qu'ils sont des vilains méchants parce qu'il n'y a pas de solution scientifique à ce jour disponible sur la filière de la betterave. Nous, on est en train de leur dire, on veut que vous bougiez. On pense que le gouvernement précédent, quand il a adopté sa loi, il n'a pas pris les mesures et il n'a pas donné les moyens pour que ça se transforme. Et donc aujourd'hui, on vous les donne, on met un fonds, on met un comité de surveillance, on va vous accompagner dans la transformation, on veut que vous trouviez un produit. Et où, moi j'ajoute à titre personnel, je pense aussi qu'en méthode économique, on peut réfléchir à d'autres choses. C'est-à-dire qu'au lieu que les betteraves soient achetées à l'année selon un prix au poids, on pourrait imaginer peut-être des forfaitisations pluriannuelles qui permettraient de garantir, quel que soit le rendement, un minimum aussi pour les agriculteurs. Je veux dire, il y a beaucoup de choses envisagées. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait la recherche. Qui est en cause ? L'État, qui en 2007, c'était vous qui étiez au gouvernement, la majorité actuelle. Quand on ne veut pas faire vivre une loi, on ne la fait pas vivre. Donc c'est une question de volonté politique. Mais il y avait rien dans la loi. Je suis d'accord. Il y a eu un défaut de suivi et d'application de cette loi dans la première année, mais aussi dans les 3 dernières années où vous êtes au gouvernement. Et donc, si on voulait un comité de suivi, si on voulait un conseil de surveillance, si on voulait que les parlementaires soient beaucoup plus associés au suivi de l'application de la loi, il fallait le décider tout de suite. Il n'y a pas eu de volonté. Pourquoi ? Parce que les administrations en charge de ce dossier l'ont pas voulu et que, sous la pression des lobbies de l'agrochimie, effectivement, il ne s'est rien passé. C'est ça la réalité. Et là où je suis un peu étonné, hier soir, on a parlé beaucoup de souveraineté nationale. Vous évoquiez les importations, le risque, etc. On n'a jamais évoqué hier soir la filière nationale de l'outre-mer, la canne à sucre, l'île de la Réunion, des Caraïbes, alors qu'elle existe. Ça m'a profondément choqué. Je suis pour soutenir la betterave sucrière et la filiale, bien évidemment, et les emplois dans vos départements. Mais on aurait pu au moins évoquer l'outre-mer aujourd'hui et l'apport sur cette filière. Julien Dive, 7 millions qui vont être consacrés à la recherche. Vous pensez que ça va permettre de trouver rapidement les substituts et qu'en 2023... sûr et certain, il n'y aura plus de néonicotinoïdes dans les betteraves ? Les substituts, c'est peut-être même pas forcément des produits. Ça peut être des changements de technique culturelle, ça peut être des changements peut-être même de culture. Mais si c'est le cas, il faut assurer qu'il y ait une conversion de l'ensemble de la filière de l'amont vers l'aval. Parce qu'on parle d'emplois agricoles d'une part, mais il y a aussi des emplois industriels. Et force est de constater que dans ce pays, les emplois industriels sont en grande difficulté. Je ne rappelle pas le nombre de PSE qui sont en train de se succéder dans tous les secteurs d'activité industrielle. Et il ne faudrait pas en rajouter dans la charrette. Donc je crois qu'en fait... les 7 millions, c'est une première chose, c'est toujours mieux que rien, on va déjà dire. Moi, j'ai travaillé dans la recherche avec des projets de recherche industriels. C'est équilibré pour pouvoir avoir une solution. Derrière, ça n'empêche pas que la filière doit aussi se prendre en main. Il ne faudra pas compter uniquement sur ces 7 millions. Je l'ai dit, moi, à la tribune hier, la filière, aujourd'hui, il y a 1% de bio dans la betterave. C'est pas suffisant. La filière doit se prendre en main. On leur demande d'aller plus loin. On parle d'une l'agriculteur que vous êtes, on doit être exigeant. Il entend ça ? Il y a eu plusieurs facteurs de responsabilité. Je pense que certains ont pensé qu'il allait y avoir d'autres produits qui allaient remplacer. Le problème, c'est que la betterave est très particulière, avec une feuille très épaisse sous laquelle les pucerons se mettent dessous. Ça fait un vrai effet parapluie. Et les traitements ne marchent pas, ou marchent très très mal, parce qu'elle est épaisse. Donc, ils ont été confrontés à ça. Sûrement un manque d'accompagnement des pouvoirs publics avant et après. Sûrement aussi un manque de conscience de la filière. Et ce qu'il faut, c'est mettre en place, c'est quelque chose de diversifié. Il n'y a pas une solution. On était avant
un ravageur, un produit. Ça n'existe plus. Maintenant, il va falloir mettre des haies, il va falloir mettre des cultures intermédiaires, il va falloir mettre favoriser les ravageurs. Et ça, c'est pas 1 + 1 font 2. Il y a le côté mathématique de Cédric Villani, là, ne s'applique pas ici. Il y a plein de facteurs qui bougent, tout bouge en même temps, et il faut trouver des systèmes qui soient le plus résilients possible. Et ça demande un vrai changement de mentalité du monde agricole et aussi de la façon dont on aborde les problèmes. Voilà, en tout cas, ce projet de loi pour déroger aux néonicotinoïdes jusqu'en 2023 devrait être voté dans l'hémicycle en fin d'après-midi. Autre texte qui fait débat, on en parle à présent dans Question d'actu, c'est l'allongement du délai de 12 à 14 semaines pour l'interruption volontaire de grossesse. Alors cette proposition de loi du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité sera discutée jeudi à l'Assemblée. Si le groupe La République En Marche s'apprête à voter le texte, le gouvernement se montre plus mesuré. On écoute les ministres Bruno Le Maire sur France Info et Marlène Schiappa qui était hier soir sur LCP. C'est une mesure très précise, très simple. Un logement de 12 à 14 semaines. Oui, ça a été voté en commission. Ouais. C'est une mesure très précise, mais ce n'est pas une mesure simple. Et je voudrais vous répondre avec autre chose que des panneaux pour contre, oui, non. Je crois que l'urgence, pour moi, c'est de renforcer et de simplifier l'accès à l'IVG. Donc vous êtes pour ? Non, moi je suis pour le fait qu'on simplifie l'accès à l'IVG. Et ça veut dire simplifier, ça passe peut-être aussi par les délais. 14 semaines au lieu de 12. Non, moi je vous parle de simplifier. Non, mais aussi. Oui, mais moi c'est pas ce dont je vous parle. Moi je vous parle de simplifier et pour avoir accès le plus vite possible à l'IVG. Je vais vous dire très sincèrement, je ne me suis pas penché sur ce débat. Sur le principe. Mais je ne peux pas vous répondre en 5 secondes sur une question de vie ou de mort, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors cette proposition de loi pour allonger les délais de l'IVG de 12 à 14 semaines a été votée en commission, mais elle pourrait opposer majorité et gouvernement dans l'hémicycle ce jeudi. C'est le bruit de couloir. Stéphanie Despierres, vous êtes salle des 4 colonnes. L'IVG, il en a été question lors de la réunion du groupe La République En Marche ce matin à l'Assemblée. Comment se positionne le groupe ? Eh bien, écoutez, une grande partie des députés de La République En Marche devraient voter cet allongement du délai de 12 à 14 semaines de grossesse pour pouvoir faire une IVG, même si le Premier ministre n'est pas pour. Un député de La République En Marche, d'accord sur le fond, mais pas sur l'idée de voter cette proposition de loi, explique on ne peut pas apparaître à la remorque du groupe EDS. L'accès à l'IVG mérite une vraie politique, une grande loi, pas un débat seulement sur un délai. C'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette. Conséquence, le patron des députés de La République En Marche marche sur une ligne de crête pour ne fâcher personne. Christophe Castaner l'a redit en réunion de groupe ce matin. Il est favorable à la proposition de loi, tout en rappelant que le gouvernement avait saisi le comité consultatif national d'éthique et donc attendait son avis. Officiellement, le groupe ne donne pas de consigne de vote car c'est un sujet, dit-on, qui touche aux convictions personnelles. Et Stéphanie, les députés de La République En Marche qui sont pour cet allongement des délais vont s'opposer au gouvernement jeudi alors ? Eh bien, écoutez, de l'aveu même de Cécile Muscotti, une des députées de La République En Marche en charge du dossier, la position du gouvernement est encore ambiguë. Elle ne sait pas si l'exécutif dira vraiment non dans l'hémicycle jeudi ou si l'exécutif s'abstiendra. La députée du Var, elle, veut se battre jusqu'au bout et évacue les arguments de méthode ou de temps. Le temps, on l'a pris, explique Cécile Muscotti. La délégation aux droits des femmes a travaillé pendant plus d'1 an sur l'accès à l'IVG et fait des propositions. On a fait le tour de la question, il faut lire notre rapport. Elle espère que la majorité votera donc pour jeudi, mais tout va dépendre de la mobilisation, explique-t-elle. Un jeudi sur un créneau dédié aux propositions d'un groupe de dissidents d'En Marche. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de députés de La République En Marche dans l'hémicycle pour voter. Merci Stéphanie Despierres. Coralie Dubost, est-ce que vous êtes favorable, vous, à un allongement des délais de l'IVG ? Alors déjà, je pense que cette proposition de loi, elle comporte plus de choses que le seul délai de l'IVG. Il y a vraiment 2 sujets, et 2 sujets importants. Donc, je vais me permettre juste de les... Sur l'accès à l'IVG, sur le droit au recours. Effectivement, pour les femmes en France, encore en 2020, sur le délai de 12 semaines, il y a de grandes difficultés pour accéder dans certains territoires, dans certaines zones, avec certains médecins, certains pharmaciens. Il y a de grandes difficultés pour avoir accès à des méthodes avortives. Et ça, c'est pas possible. Ou dans de mauvaises conditions. Vous l'ouvrez aux sages-femmes, hein, c'est ce que propose la proposition de loi. Oui, les sages-femmes, pas seulement. Il y a la question des différents échanges avec le médecin, le parcours en lui-même, les associations, la façon dont on est accompagné ou pas. L'obligation d'être redirigé vers quelqu'un si jamais il y a les pressions qui peuvent être portées parfois sur les femmes, ça arrive. Hein, il y a encore des médecins qui parfois peuvent faire des pressions sur les femmes et ça c'est inacceptable. C'est déjà interdit par la loi, mais ça n'est pas forcément appliqué. Donc on est plus sur une question de comment est-ce qu'on rend effectifs ces droits qui sont fondamentaux pour les femmes, qui sont
garanties en France, mais sur lesquelles nous avons encore un trop grand nombre de témoignages de grandes difficultés. Donc je comprends que vous êtes quand même favorable du coup à cette proposition de loi. Sur cette partie de la proposition de loi, je suis extrêmement favorable et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, mais pas seulement par du législatif, ça existe déjà, par du contrôle. Et que là, il faut qu'on soit exigeant vis-à-vis du gouvernement pour nous donner des garanties sur ce contrôle. Sur la deuxième partie de cette proposition de loi, donc sur cette question du délai, sur le fond, je pourrais vous donner mon avis personnel, mais je ne sais pas si celui de Coralie Duvos est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre, je suis même pour. Mais je trouve que dans la méthode, effectivement, on a manqué de diligence. J'ai regardé, je sais le travail et l'investissement de la délégation aux droits des femmes. Je les sais passionnés, je les en remercie parce qu'ils portent le droit des femmes au quotidien. Pour autant, effectivement, il n'y a pas eu de saisine d'avis du CCNE. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut le faire. Le Conseil national d'éthique. Oui, le président de l'Assemblée nationale, saisi par la délégation aux droits des femmes, aurait pu le faire, mais il n'a pas été saisi de cette question. Je me demande pourquoi. Je vois que dans les auditions, il n'y a pas eu de professeur de droit non plus qui a été auditionné sur la façon dont vous pouvez le mettre en route. Donc, je vous avoue que, surtout après avoir débattu dans le fond et être allé très loin dans les auditions sur la loi de bioéthique, je regrette que sur cette question de l'allongement du délai, qui touche à des problématiques de société... Il n'y a pas un débat peut-être plus ouvert. Voilà, plus large. Mais je ne suis pas opposée, évidemment, à l'allongement du délai, parce que je pense que c'est favorable pour la vie des femmes. Pour autant, je pense qu'on peut s'améliorer dans la méthode. Au groupe LR, on est divisé sur la question ? Écoutez, moi, je ne vais pas m'exprimer au nom de mes collègues, je vais m'exprimer en nom propre, déjà, ce sera déjà pas mal. Je dois le dire humblement. Ça veut déjà dire que vous êtes divisé si vous vous exprimez. Non, mais je vais le dire humblement et je pense que peut-être certains m'en tiendront rigueur, mais pour le moment, moi, je le dis humblement, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet, sinon que je suis attaché à la loi Veil, qu'en l'espèce, je m'érigerai toujours contre ceux qui chercheront à remettre en cause l'IVG dans notre pays. Et sur la question de l'allongement de 12 à 14, je pense que nous sommes parlementaires amenés à légiférer et on ne peut pas légiférer comme on peut nous inviter à répondre à un sondage sur Twitter ou je ne sais quoi. Pour une raison simple, c'est qu'il faut le temps du recul, le temps de l'échange. Vous venez de le rappeler, Coralie Dubos, le Conseil national d'éthique qui a été créé il y a 40 ans par François Mitterrand n'a pas rendu d'avis. On le fait quotidiennement, régulièrement, en tout cas quand il y a un texte de cette ampleur, la loi bioéthique et d'autres. Et j'aurais aimé au moins être éclairé de tous ces avis. Effectivement, il y a des trous dans la raquette. C'est typiquement le genre de sujet qui aurait dû se retrouver soit dans la loi bioéthique, soit dans un projet de loi dédié. Là, on est sur une PPL, dans une niche parlementaire où on prend date sur des textes, sur des portions de textes, sur des portions d'enjeux législatifs. Et je pense que ce sujet est tellement important qu'il ne peut pas être balayé en quelques heures sur une niche parlementaire. Vous allez donc voter ? Je vous le dis, pour le moment, je n'ai pas d'avis tranché. Je suis encore pris position sur l'abstention pour le moment, mais j'espère, d'ici jeudi, être un peu plus éclairé. La gauche a toujours défendu l'IVG, Régis Juanico. Est-ce que vous souhaitez, vous, l'allongement des délais ? Alors moi j'ai signé la proposition de loi du groupe EDS, mais en soulignant quand même que c'est un travail qui a été fait dans la délégation des droits des femmes, et donc qui est un travail transpartisan, même si sans doute il y a encore des imperfections. Et c'est des débats qui ont eu lieu un petit peu aussi pendant le projet de loi sur l'éthique. Donc effectivement le problème c'est qu'aujourd'hui, après 45 ans et le vote de la loi de Simone Veil, aujourd'hui ce droit fondamental pour les femmes, ce droit acquis à disposer de son corps, il est extrêmement fragile. Et donc aujourd'hui, c'est quoi le problème ? C'est sur 220, 230 000 IVG chaque année, il y a 3 000 à 5 000 femmes qui aujourd'hui sont encore obligées de se rendre à l'étranger parce qu'elles sont du fait du dépassement des délais. Notamment en Espagne ou aux Pays-Bas. Ouais. Voilà. Et on a vu pendant le confinement, c'est ça qui est intéressant, ces derniers mois, effectivement, qu'il y avait eu encore plus de difficultés d'accès, d'accueil. Il y a 70 points, je crois, du planning familial qui ont dû fermer. Et donc, on a expérimenté pendant cette période de confinement l'allongement des délais. Et c'est plutôt une évaluation positive. Donc, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour aller effectivement vers l'allongement des délais légaux et permettre à ces femmes qui se rendent aujourd'hui à l'étranger de pouvoir le faire dans des bonnes conditions chez nous. Nicolas Turquois, est-ce qu'au MoDem, on suit La République En Marche sur ce sujet ? On sait que vous êtes très attaché à la famille. Est-ce que là, le fait de dépasser les 3 mois de grossesse, ça pose un problème ou pas ? Je suis à la fois, je vais faire comme mon collègue Julien Dive, il y a une question de fond et de forme. Et sur la forme, il y a plusieurs choses qui me gênent. D'abord, moi, de m'exprimer, d'avoir une position par rapport à quelque chose qui est intimement lié au choix des femmes par rapport au fait de disposer de leur corps. C'est déjà un premier élément. Deuxième élément, c'est que la réalité du droit... le droit effectif est très loin du droit théorique. Donc il faudrait déjà travailler là-dessus. Et puis après, c'est la question qui est évoquée. C'est un sujet majeur. Enfin, pour moi, c'est un sujet majeur. Et le fait de le traiter dans une niche parlementaire sur un temps qui pourrait correspondre à la durée d'un match de foot me semble
enlever quelque chose de fondamental par rapport à la profondeur du sujet. Voilà. Sur le fond, je crois qu'il y a une évolution. Je vois bien ce qui se passe dans les pays voisins. Donc, quelque part, ça m'interroge, et ça m'interroge plutôt favorablement pour allonger. Mais vous dites qu'il aurait fallu la façon dont on le traite, un grand débat. Je me dis que ça nécessite un grand débat, que le gouvernement le prenne à bras-le-corps. Il y a des matchs de foot où il y a des... Et vous le savez, sur LCP, vous allez suivre à partir de 15h en direct et en exclusivité les questions au gouvernement. Ce sera donc dans 29 minutes et 47 secondes précisément. Merci à tous évidemment d'avoir participé à ce débat. On va partir tout d'un coup aux 4 colonnes, retrouver Stéphanie Despierres pour le Focus.